Lors de la toute première émission de la série, on vous avait présenté un reportage qui posait la question « Sommes-nous obsédés par la santé? » 9 ans plus tard, la question se pose toujours. En avez-vous plein le dos des dictats de la santé? Faites 30 minutes de sport par jour. Surveillez votre indice de masse corporelle. Mangez beaucoup de légumes, mais ne buvez pas trop de jus de fruits. Achetez de la margarine aux oméga 3, des yogourts aux probiotiques. Et c'est sans fin. Voilà. Mais on remarque en ce moment un contre-discours qui commence à émerger, qui témoigne de la pression qu'on met sur l'individu, comme si pour être en santé, il fallait nécessairement être beau, mince et heureux. En d'autres termes, le discours sur la santé commence sérieusement à ressembler à un discours sur la conformité. Alors aujourd'hui, on donne la parole à des gens qui ont envie de dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Notre journaliste Caroline Gauthier les a rencontrés. La santé, c'est pas une raison pour se rendre malade? Non, la santé, vraiment, il ne faut pas en faire une maladie. On s'en fait beaucoup trop avec ça, surtout pour l'alimentation, l'exercice. On se met des objectifs qui sont irréalistes. On s'interdit de manger une crème glacée, puis on a juste envie d'en manger 10. La poursuite de la santé à tout prix est probablement un leurre. Ça nous fait vivre un sentiment de perte ou d'insatisfaction. C'est comme s'il nous manque quelque chose. Le bonheur est ailleurs. La santé mentale, c'est, comme beaucoup de gens le disent, c'est le tabou. C'est alors que c'est un élément de la santé comme le reste. L'obligation de la santé apparente, l'obligation du bonheur apparent. On a évacué la religion de notre société, mais on a retrouvé la tyrannie morale qui est plus religieuse, mais c'est devenu une tyrannie sociale au niveau, effectivement, de l'alimentation ou de l'activité physique. Quand on était obèse, puis qu'on a vécu le regard des autres sur notre apparence physique, puis par la suite, on devient mince et jolie, puis là, on subit un autre regard, on le ressent encore plus, justement, à quel point ça a de l'importance dans notre société, notre apparence physique, puis à quel point ça peut nous ouvrir des portes ou nous enfermer. Moi, j'ai écrit mon article dans Urbania pour passer mon message. Passer un message, dans le fond, à plusieurs personnes, mais en général, justement, aux gens qui comprennent pas l'obésité et qui la jugent. C'est de ta faute. T'as-tu trop mangé? T'as-tu pas assez mangé? T'as-tu mal mangé? T'as-tu fait assez d'exercice? Pourquoi on pense que tous les obèses sont paresseux? C'est un gros jugement de valeur. Puis sur quoi on se base pour dire ça? Parce qu'on pense justement que cette personne-là n'a pas de volonté, c'est pour ça qu'elle est obèse. La plupart des gens croient toujours que les patients qui sont obèses n'ont pas de volonté. Alors qu'en fait, quand on regarde, ils ont beaucoup plus de volonté que les autres, parce que la plupart des gens qui souffrent d'obésité passent par des programmes de diète, mais épouvantables, que pas une seule personne de poids normal essayerait plus qu'une semaine pour réduire leur poids. Et d'ailleurs, ils arrivent à réduire leur poids. Très souvent, les gens qui souffrent d'obésité ont fait 5-6 tentatives de réduction pondérale. Ils sont parvenus, mais ont toujours repris leur poids. Donc, c'est un premier préjugé de croire que ces personnes-là n'ont pas de volonté. Moi, j'ai eu des regards vraiment difficiles en public. Un en particulier, surtout dans les derniers temps, j'étais vraiment à 2 mois de ma chirurgie bariatrique. Il y a vraiment une femme qui était à côté de moi, qui m'a regardé des pieds à la tête, qui a fait « yark ». Oui, ça prend effectivement beaucoup de sérénité, beaucoup de force intérieure pour réagir à tous ces messages-là d'une façon très zen. Avoir un surpoids, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a des mauvaises habitudes de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids là, qui font beaucoup plus d'efforts pour avoir des saines habitudes de vie que des gens qui sont minces naturellement puis qui n'ont pas à s'en préoccuper. On peut être mince en mangeant du McDo tous les jours. Alors, l'importance des habitudes de vie dans la santé, bien sûr, c'est une question extrêmement cruciale à comprendre, mais je pense qu'on ne peut pas essayer de découper, par exemple, la génétique, l'environnement, les habitudes de vie, parce qu'elles sont liées. Regardez un peu votre famille. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans votre famille? Est-ce qu'ils ont tendance à être des sportifs ou est-ce qu'ils ont tendance à être tout le temps dans leur divan à regarder la télé? Est-ce qu'ils mangent vite? Est-ce qu'ils mangent lentement? Bref. L'autre observation, c'est le goût. Génétiquement, il y a des gens qui aiment le sucre, d'autres pas. Il y a des gens qui aiment le gras, d'autres pas. Ou le sel, et d'autres pas. Donc vous voyez, le goût alimentaire, il est génétiquement déterminé. Les habitudes de vie sont peu reliées à la volonté de l'individu. Le fait que nous ne soyons pas égaux ne veut pas dire que les gens qui ont des mauvaises cartes dans leurs mains, si je puis dire, n'ont rien à faire. Au contraire, ils peuvent faire beaucoup.
Changer un comportement individuellement par sa propre volonté, c'est extrêmement difficile. Les gens qui ont essayé d'arrêter de fumer en savent quelque chose. On finit par réussir dans une certaine proportion, mais c'est extrêmement difficile parce que notre cerveau est conçu pour aller vers le plaisir, pour aller vers le moindre effort. C'est-à-dire que la récompense, on recherche ça. Donc, si on essaie de changer des comportements de malbouffe, à titre d'exemple, la réalité, c'est que la malbouffe, c'est goûteux, c'est facile d'accès, ça va vite, puis ça stimule les régions du plaisir de façon très efficace. Donc, toute notre biologie travaille contre nous et de travailler seul, sans facteurs extérieurs qui nous aident dans ce comportement-là, devient une tâche colossale. La population en général entend bien les messages. C'est qu'il faut manger plus de légumes, plus de fruits, moins de frites, moins de sucreries, qu'il ne faut pas fumer, qu'il faut faire l'exercice à tous les jours. On connaît ça, c'est une chanson qu'on a entendue 1000 fois. Moi, personnellement, j'ai l'impression que le message de santé publique concernant le poids passe complètement à côté du problème. Ça marche pas, ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on répète le même message, qu'on martèle ça dans la tête des gens. Et puis le poids général moyen continue d'augmenter. Donc, quelque part, il faudrait s'arrêter et dire, OK, c'est quoi qu'on fait qui n'est pas correct? Ça touche pas du tout les obèses, ce genre de message-là, pas selon moi. Parce que moi, en ayant 200 livres à perdre, c'est pas en faisant un petit programme de 20 minutes d'exercice par jour ou en essayant de suivre un régime dans un magazine ou quelque chose comme ça vient pas me toucher du tout. Puis ce que les chercheurs remarquent, c'est que surtout le message de santé publique concernant le poids, là, celui sur lequel je me suis penchée un petit peu plus, il est en train d'avoir des effets pervers. Parce que les gens sont tellement obsédés par cette idée du poids qu'il faut qu'ils soient minces, parce que sinon, ils font partie du message, ils font partie de l'épidémie d'obésité, puis le mot est tellement horrible, épidémie, que là, ils se mettent à culpabiliser à mort, puis ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Puis ça peut pousser des gens à adopter des habitudes de vie qui sont absolument pas saines. La santé, c'est pas une raison pour se rendre malade. Moi, je suis une journaliste de profession. J'ai gagné longtemps ma vie comme journaliste dans des magazines féminins. C'est très drôle. Souvent, on me dit « t'as l'image d'une femme forte, t'as l'air tough », mais moi, je me suis jamais perçue comme ça. Moi, je me suis jamais vécue et sentie comme une femme forte. Je sais que j'ai des forces à certains égards. Je sais que dans une discussion, je peux affronter pas mal n'importe qui. Je peux discuter, je peux amener mon point de vue, je peux exprimer mes idées. Mais là, on est tout dans la tête, là. Les idées, c'est intellectuel. Faire face à quelqu'un avec des arguments, c'est intellectuel. Ça, j'ai pas de doute. C'est une forme de force. Et puis, il est arrivé une espèce de cassure professionnelle, comme il arrive beaucoup dans nos métiers. À un moment donné, tu travailles beaucoup, puis après ça, tu travailles plus pantoute. Et on a tendance à se définir par le travail. Mon travail s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et je me suis retrouvée face à moi-même. Mais là, comme on dit en bon québécois, ça pissait dans le dash. J'avais pas mis le mot dépression là-dessus. Ou en tout cas, j'avais pas envie d'aller voir le médecin pour être médicamentée. Ou en tout cas, ça m'était pas passé par l'esprit très étrangement. Et ça s'est transformé en une espèce de crise spirituelle, dans le fond. C'était ça. Je pense que les natures très sensibles, je pense que les natures un peu artistiques ont plus de chances d'avoir ces espèces de mouvements d'humeur qu'autrefois on appelait mélancolie. Bon. Depuis le milieu des années 80, il y a une augmentation fulgurante de l'épuisement professionnel, du burn-out dans nos sociétés industrielles. Je crois qu'il y a un changement important dans le travail, de façon générale, dans nos sociétés postmodernes, où on ne travaille plus avec ses bras simplement. La majorité des gens travaillent avec leur cerveau. Quand tu travailles avec ton cerveau, donc des industries de services, d'information, tu as probablement besoin d'avoir une bonne concentration puis d'avoir une certaine stabilité au niveau émotionnel. Donc, les gens doivent être libres de soucis pour être capables de produire des choses lorsque ça a à voir avec leur cognition, leur capacité à interagir avec les autres. Donc, dans les milieux de travail, souvent, le problème, c'est qu'on met ensemble un paquet de gens qui n'ont pas réglé leurs affaires personnelles, leurs affaires de fond. Qui n'ont pas fait de thérapie, qui ont toutes sortes de problèmes à régler. Donc ça, c'est un grand facteur de fatigue mentale et éventuellement de fatigue psychique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'outrageux. Moi, ça serait plutôt un psychologue par personne plutôt qu'un médecin de famille par personne. Je pense qu'on réglerait bien des affaires. Et on a tendance à valoriser qu'on doit toujours être heureux en tout temps au travail. Et on peut avoir des moments de difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on est malade. C'est peut-être juste une période dans notre vie. Mais si on a plusieurs choses qui nous habitent, on a plusieurs choses qui nous intéressent, qu'on a plusieurs
activités culturelles, familiales, sociales qui fonctionnent bien, mais la partie qui fonctionnera moins bien dans notre vie à ce moment-là, le travail à titre d'exemple, ne sera pas suffisante pour nous faire chavirer vers un état de fragilité au niveau de la santé mentale. Et le problème, c'est qu'on passe tellement de temps à aller au travail, à revenir du travail, aller chercher les enfants à garderie, faire à manger, qu'il ne reste pas grand temps pour les familles, pour autre chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas nécessairement espérer toujours être heureux au travail, c'est repositionner le travail par rapport aux autres valeurs qui sont sans doute importantes pour nous autres. J'ai décidé que le plan Saint-Germain, là, tel que je l'avais conçu dans ma tête, là, dans ma belle tête, là, avec toute ma rationalité, il ne m'avait pas visiblement rendue heureuse ou rendue où je voulais. Alors, j'ai décidé de confier ça au plan, on va dire au plan divin, mais c'est pas le Dieu, le Dieu catholique ou c'est même pas Bouddha ni Allah. J'ai décidé de confier ça à plus grand que moi en moi. Et ça relativise toutes les affaires. Ce que je crois surtout, c'est qu'il ne faut pas essayer d'être parfait. Il ne faut pas essayer de suivre une espèce de recette magique. Les recettes magiques, ça n'existe juste pas. Les charlatans existent depuis toujours, donc la volonté de croire à la recette magique a toujours été là. Mais la réalité, c'est que ça ne change rien dans la vie. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est un peu reculer puis arrêter de culpabiliser tout le monde, notamment sur la question du poids, puis faire en sorte que surtout sur le terrain, on commence à se préoccuper un petit peu plus des raisons pour lesquelles les gens n'adoptent pas ces fameuses habitudes de vie parfaites, là. Il y a un paradoxe dans notre société. On dit « ne jugez pas les gens selon les apparences », sauf que tout dans notre société nous laisse croire que les apparences sont plus importantes que n'importe quoi d'autre. Quand je regarde une personne obèse sur la rue, je vais toujours être capable, moi, de chausser ses souliers. Moi, j'ai énormément d'empathie pour les gens obèses. Moi, je m'identifie encore énormément aux personnes obèses parce que je suis grande, je suis mince, je suis jolie. Sauf que moi, quand j'enlève mes vêtements le soir devant mon miroir dans ma chambre, moi, je vois un corps qui a été obèse, qui a perdu 220 livres. Alors, c'est complètement différent. Donc, c'est le même pour beaucoup de gens dans notre société. On juge selon ce qu'on voit, et finalement, la réalité, c'est souvent tout autre.